technologie de ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. Voilà. Arnaud, alors, on va parler Oui, ensemble allez. de l'élection de Donald Trump et de l'impact, Mhm. de ton avis, voilà, d'avocat, de l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur la régulation en Europe. Voilà le gros sujet de cette chronique. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler peut-être le contexte et les enjeux actuels? Alors, donc, comme tout le monde le sait ici, Donald Trump a donc été élu le 4 novembre dernier, de manière assez massive, on va dire ça comme ça. Il a également obtenu le contrôle, enfin les républicains ont obtenu le contrôle et in fine Donald Trump du Congrès, donc à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat. Et effectivement, il y a deux axes qui sont importants à noter. Le premier, c'est que Donald Trump, même si je ferai preuve d'une certaine méfiance, mais j'y viendrai, a indiqué qu'effectivement, il était très pro-crypto, qu'il souhaitait créer une réserve de valeur. Je crois que c'est dans les commentaires d'ailleurs qui expliquait que Bitcoin devait un peu réserve de valeur plus que monnaie, etc. Une réserve de valeur en crypto qui soit assez massive, qui contient dans son administration, sa future administration, des personnes comme par exemple Elon Musk qui n'ont pas caché, et d'autres d'ailleurs, leur n'ont pas caché leur proximité avec tout l'écosystème crypto. Et à côté de ça, si je parle du Congrès, c'est parce que effectivement, il y a parmi des nouveaux sénateurs et représentants un certain nombre de personnes qui ont manifesté de manière plus ou moins ostensible, notamment du côté républicain, leur volonté de. Alors, il y a plusieurs dynamiques. Il y a à la fois une dynamique de dérégulation sur certains sujets menés par Trump, et sur la crypto, on serait plutôt sur une régulation dite régulation douce. En tout cas, c'est ce qui est évoqué. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, je ne sais pas ce que ça veut dire une régulation soft. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'attends effectivement de voir. Donc ça c'est la dynamique, et c'est d'ailleurs une des dynamiques qui pousse, je pense, incontestablement le bull run, en tout cas l'augmentation significative de valeur d'un certain nombre de cryptos. Euh, Effectivement, avant de parler de l'Europe, je mettrais juste pas un bémol, mais un tempérament peut-être sur ce qui se passe, un tempérament évidemment lié à, à l'historique de Donald Trump en la matière. On en a déjà parlé, Jérémy. C'est quelqu'un qui peut être un peu, comment dire, alors, on me dit que là, on est face à une mandature différente où potentiellement il est plus stable dans ses convictions. On verra. En attendant, si on se base sur le passé, c'est quelqu'un qui a pu, bah voilà, en 2000, je crois que c'est 2017 ou 2018, il a dit que le Bitcoin était une arnaque. Bon, alors après, tout le monde peut changer d'avis, on peut progresser, s'améliorer, et j'ai envie de dire très bien. Il y en a d'autres qui nous ont surpris récemment en France en passant un peu du coq à l'âne sur ces discours. Mais pour autant, je serais quand même relativement un peu mesuré, on va dire, et on verra dans les faits, de manière concrète, si effectivement on est face à une véritable politique pro-crypto, et on verra ce que veut dire une réglementation pro-crypto. Encore une fois, je ne sais pas réellement ce que ça veut dire de manière concrète. Est-ce que ça veut dire structurer les DAO et leur créer une forme juridique? Est-ce que ça veut dire être beaucoup moins dans la requalification en titre financier de tout et n'importe quoi? On disait que c'était Gary Gensler qui est parti. Moi, je suis pas sûr que ce soit que Gary Gensler, hein. Moi, je pense que c'est la vocation d'une autorité comme la SEC d'aller requalifier un peu tout dans son giron. Je suis pas certain qu'il y aura forcément une différence avec quelqu'un d'autre. Et puis, je rappelle que c'est une autorité qui est censée être indépendante. Donc, Trump n'est pas censé avoir d'impact sur la ligne directrice de la SEC. Et puis parce qu'encore une fois, ça va dépendre des lois qui seront votées le moment venu. Voilà. Quelques, Donc ça, quelques, c'était. quelques, quelques bémols quand même de mon point de vue. Le premier, c'est Mhm. qu'effectivement, à l'époque, en 2018, Donald Trump, surtout, voyait Bitcoin comme un concurrent du dollar. Et en patriote qu'il est, à l'époque, il faut savoir qu'il était plutôt, enfin, il était déjà président, mais sans doute qu'il n'était pas du tout entouré comme il l'est aujourd'hui. Et il n'avait peut-être pas conscience, notamment avec l'émergence des stablecoins, qu'au contraire, favoriser un écosystème crypto pouvait être intéressant pour le dollar. Le fait de constituer une réserve stratégique en Bitcoin, c'est aussi pour lui, il l'a annoncé, la possibilité dans les décennies à venir de rembourser une partie de la dette. Donc pour le coup, je pense qu'il n'a pas changé d'avis sur le fait que America First, Dollar First. Simplement, il a compris sans doute entre-temps que Bitcoin pouvait l'accompagner dans cet objectif. Bitcoin et l'écosystème crypto en général, alors qu'à l'époque, il le voyait comme un concurrent frontal. Deuxième élément, le dernier que tu viens d'évoquer, rappelle-le-moi.
Le fait qu'en termes de réglementation, Oui, on ne sait pas réellement ce que veut dire une réglementation soft, en fait. alors ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus et je te pousse un peu si tu veux bien. Aujourd'hui, Vas-y. on a le sentiment qu'il y a déjà une réglementation financière et qu'en fait, on essaye de calquer une régulation financière historique sur les actifs numériques. L'idée est que soit on transpose une réglementation financière sur les actifs numériques de façon quasiment parallèle, enfin non pas parallèle justement, de façon quasiment totale, et peut-être régulation 12, ça veut dire créer des exceptions et faire en sorte qu'on crée une régulation dédiée effectivement aux cryptoactifs qui ne soit pas complètement transposée de la régulation financière. Est-ce que ça c'est jouable selon toi ou est-ce qu'en vrai les cryptos c'est de la finance et qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient légiférés différemment que la finance traditionnelle? C'est une bonne question. En tout cas, en Europe, clairement, la volonté, elle d'adapter aux actifs numériques la réglementation financière. Donc, on est vers une financiarisation. On le répète suffisamment souvent devant toi et de manière générale. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être un spécialiste en la matière pour le constater. J'ai du mal à penser que les États-Unis vont faire différemment. Simplement parce que, en réalité, maintenant, alors on peut le dénoncer, on peut le regretter ou on peut en être satisfait. Ça dépend de quel côté on se place. Mais effectivement, la blockchain, c'est beaucoup financiarisé depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas complètement illogique non plus que la réglementation qui lui soit appliquée soit une réglementation qui soit proche de celle des titres financiers. Maintenant, les conséquences que ça a, c'est que ça rend la réglementation beaucoup plus abrasive, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. Et donc, ça veut dire que les candidats qui peuvent prétendre à avoir des projets crypto qui sont régulés sont maintenant souvent effectivement soit des institutions financières, soit des grosses fintechs, etc. Parce qu'il faut avoir des moyens extrêmement importants pour pouvoir se mettre en conformité. Et je ne crois absolument pas, mais je peux me tromper, bien entendu, que y ait, je ne sais pas ce que veut dire le mot régulation douce, mais si dans l'esprit de certains, ça sous-entendrait qu'on ne serait pas, qu'on mettrait un peu fin à cette financiarisation, je n'y crois pas du tout, simplement parce qu'il y a des intérêts économiques majeurs et que BlackRock, par exemple, a tout intérêt à ce que les règles soient extrêmement compliquées pour qu'il n'y ait que lui et quelques autres qui puissent en bénéficier. Voilà. Est-ce que tu peux, tu sais que depuis tout à l'heure, je veux répondre au dernier truc que tu as dit tout à l'heure et je m'en suis souvenu et je viens déjà de Vas-y, réoublier. Non, le dernier vas-y, truc profite. que tu as évoqué, tu Ouais. peux me rappeler le dernier truc? Tu as parlé de la régulation douce et à la fin, tu as terminé sur quelque chose et depuis tout à l'heure, je veux rebondir dessus et je réoublie à chaque fois, je suis dégoûté. Ah, tu me demandes trop là, je sais que Ah oui, bah oui. tu me demandes trop. Bon, Bon. ça va me revenir. En tout cas, on voit effectivement que Bitcoin est devenu un enjeu géopolitique aussi parce que Donald Trump, c'est pas seulement favoriser l'écosystème américain, c'est aussi peut-être gagner la course face à d'autres économies, notamment la Chine. Il l'a dit ouvertement lors de la conférence de Nashville en juillet dernier, dans lequel il a dit si c'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui le feront, sous-entendu la Chine. Donc en plus de ça, les convictions nouvelles entre guillemets de Donald Trump sont très, je trouve, pragmatiques et empiriques d'un point de vue géopolitique, parce qu'il, à un moment donné, il sait qu'il y a une course à l'innovation, au minage, à la détention de Bitcoin, etc., et qu'il veut, comme à l'ère de l'internet, comme à l'ère de l'intelligence artificielle, et bien que les États-Unis soient premiers effectivement sur ces technologies émergentes. Donc, je te rejoins sur le fait que sans doute que Donald Trump n'est pas un passionné de cypherpunk et de libertarisme. Je pense que c'est pas le sujet. Je pense que c'est juste quelqu'un qui pense à America first, first dans le sens où on pense aux États-Unis en premier, mais aussi les États-Unis doivent être les premiers. Je pense que c'est dans les deux sens du terme. Et donc, je pense que même si c'est très intéressé comme stratégie, on le voit avec les dernières annonces, là, depuis son élection, que le programme crypto, il n'a pas du tout été mis aux oubliettes, ce que certains attendaient en disant c'est juste des promesses électorales et finalement à la fin il n'en découlera rien. Ben non, en fait, ça continue. Alors, c'est vrai. En même temps, je rappelle que durant sa précédente mandature, il changeait d'administration à peu près tous les 6 mois, en moyenne, hein, d'accord? Donc là, effectivement, il a des gens pro-crypto, Elon Musk et d'autres. Maintenant, si on se base sur le passé, peut-être encore une fois que les choses vont changer, mais pour pouvoir anticiper l'avenir, la seule grille de lecture qu'on peut avoir, c'est de se baser sur le passé à ce stade. Voilà, il faudrait voir si cette administration pro-crypto, elle va tenir ou si au final, il suffit qu'on aille lui glisser au fond de l'oreille qu'en réalité, crypto c'est mal, que c'est le paradis des scammers et que c'est qu'il faut pas faire pour qu'il se réveille un matin en disant la crypto c'est fini.
Moi, je Hmm. pense que c'était pas quand on voit sur d'autres sujets par le passé, c'est pas quelque chose que j'exclurais totalement, même si effectivement ça peut paraître relativement improbable. Mais voilà, il y avait d'autres choses qui sont relativement improbables et qui sont arrivées, des retournements de situation entre 2016 et Je viens de me 2020 qui nous ont beaucoup souvenir, surpris aussi. je viens de me souvenir, la SEC, elle est pas indépendante. À la différence de Ah. la Fed, qui elle, effectivement, est censée être indépendante, la SEC, elle est pas indépendante, et tant et si bien que le président de la SEC est nommé par le président de la République. On a rappelé ici que Gary Gensler a annoncé sa démission au 20 janvier, et on voit aujourd'hui la shortlist de présidents potentiels pour remplacer donc chairman potentiel de la SEC, et ce sont tous soit une avocate pro-crypto de malade, soit le chief legal officer de Robinhood. Enfin, en tout cas, ce sont que des personnalités qui sont ouvertement, mais vraiment, genre pro-crypto, et même les commissionnaires, puisque la SEC, c'est un président et des commissionnaires, bon, bah, c'est une commission, hein, même ceux-là, soit ceux qui sont déjà pro-crypto vont rester, certains qui sont pas pro-crypto ont annoncé leur démission, et ceux qui devraient rentrer en tant que commissionnaires sont pro-crypto. Donc, en fait, les nominations, etc., elles dépendent quand même énormément du politique, en l'occurrence de Donald Trump. Et tu l'as dit toi-même, majoritaire au Sénat, majoritaire à la Chambre des représentants, majoritaire à la Cour suprême du point de vue judiciaire. En fait, aujourd'hui, clairement, il n'y a rien qui peut, entre guillemets, hein, qui peut l'arrêter s'il a envie de le faire et qu'il y voit un intérêt pour les États-Unis. Ok, après, encore une fois, on verra parce que, enfin, je répète, hein, moi, du point de vue purement crypto, je ne sais pas ce que c'est une réglementation pro-crypto. C'est-à-dire que pour moi, la problématique de la SEC, c'est qu'elle avait tendance à requalifier comment dire, elle avait tendance en fait à requalifier des actifs numériques en titres financiers. Et c'était problématique pour les boîtes de la crypto pour la simple et bonne raison que il n'y avait pas aux États-Unis réellement de réglementation dédiée aux actifs numériques. Et donc, du moment qu'on n'était pas un titre financier, on était grosso modo relativement libre. Les choses vont changer puisque visiblement, il y a des réglementations crypto dédiées aux actifs numériques qui vont arriver. Donc moi, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est être pro-crypto. C'est pour faire comme en Europe, c'est-à-dire de créer une réglementation pour les actifs numériques qui est en réalité peu ou prou la même que celle qu'on a pour les titres financiers, mais qui est adaptée, je ne suis absolument pas certain qu'il y ait un vrai différentiel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Non, mais je vois. entre le fait de rentrer les cryptos dans la réglementation des titres financiers ou le fait de créer une réglementation sur les actifs numériques qui est le copier-coller de la réglementation financière, au final, quelle est la différence? En fait, la réponse, de mon point de vue, elle est donnée par la nomination du tsar des cryptos à la Maison-Blanche. Pour la première fois de son histoire, à la Maison-Blanche, il y aura un rôle officiel dédié à une personne qui va être en charge des sujets crypto. La personne qui est comment on dit, consentie, non, qui est pressentie, pour ce rôle, c'est l'ancien président de la CFTC. Ok, CFTC, c'est le pendant de la SEC, Commodities. des commodities, Commodities. donc les Mm. marchandises, à l'inverse de la SEC qui s'occupe des securities, donc des titres financiers. Donc en fait, moi, la réponse que j'aurais tendance à te donner intuitivement, c'est de me dire Mm. qu'en fait, au lieu de considérer que tous les actifs numériques sont des securities, de les poursuivre et de les obliger à dépenser des centaines de millions de dollars de frais d'avocat avec tout ce que ça engendre derrière, ça va être de considérer par défaut que ce sont tous des commodities et à l'exception peut-être de poursuivre ceux qui se rapprocheraient peut-être plus des securities. Ce changement de paradigme permettrait, de Mm. mon point de vue, de laisser l'innovation, de laisser un écosystème crypto se développer, tout évidemment en limitant les dérives avec un rôle de la SEC qui, lui, ne changera pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, on verra. Alors déjà deux choses. La première, encore faut-il que ce soit qualifié comme une commodities, parce qu'il y en a certains qui pourraient éventuellement être qualifiés de commodities, d'autres, a priori, je vois pas de rapport. Et la deuxième chose, c'est que la réglementation dédiée aux commodities, c'est pas open bar non plus. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que souvent, il y avait ce débat de savoir effectivement si c'était security ou commodities. Je suis pas spécialisé en réglementation américaine. J'avais regardé rapidement quand les sujets étaient sortis avec effectivement Gary Gensler qui était un peu sur tous les ballons. Mais en réalité, c'est pas parce on passe de la réglementation financière à la réglementation des commodities que souvent ils se bagarraient un peu. Chacun voulait faire rentrer ça dans son giron, que pour autant ça va devenir tout simple et que tout va être facile en fait. Hein. Voilà. Revenons en Europe, et ça va nous faire la transition vers la suite de la Voilà. chronique. En Europe, alors parlons de la France, puisque la France a quand même largement inspiré Mika. On Ah, a les tokens utilitaires, sur lesquels, quand même, tu reconnaîtra que
c'est quand même beaucoup plus. On peut les lister sur des plateformes d'échange. On peut faire de la communication si on rentre dans les clous. On n'est pas obligé de remplir des formulaires comme on peut le faire pour du rachat d'actions, etc. Donc la réglementation est quand même un peu plus souple avec les tokens utilitaires que pour les tokens sécuritaires, donc les titres financiers. En tout cas, c'est disons la vision qu'on a aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très pragmatiquement, l'ensemble des émetteurs de jetons en France et potentiellement en Europe veulent éviter à tout prix que le jeton soit considéré comme un securities. À tort ou à raison, là c'est ton avis que j'aimerais avoir là-dessus. Ouais, bah c'est pas une bonne analyse. Pardon, parce que alors en France, hein, pour rappel, depuis 2019, les services sur cryptoactifs sont réglementés dans le cadre des PSAN et pour l'émission d'actifs numériques, cryptoactifs, actifs numériques, d'utility token, peu importe la terminologie qu'on lui donne, je rappelle quand même que en France, on ne peut émettre entre guillemets sans règles dédiées, sauf le droit des contrats, le droit de la consommation, etc., que de manière privée. Ça veut dire que l'offre ne doit s'adresser qu'à 149 personnes maximum et que sinon on passe en offre publique et l'offre publique, elle nécessitait l'obtention d'un visa. D'accord Visa que seules 5 boîtes sont allées chercher depuis 2019. Parce qu'il est Une par an, à peu près. Visa. Oui, d'accord, effectivement, mais il est facultatif, sauf qu'en réalité, il devrait pas, il est beaucoup moins facultatif qu'on ne le croit, puisqu'à partir de l'instant où tu décides d'émettre auprès du public, tu es obligé de l'obtenir. Ce qui s'est passé en réalité, on va dire les choses de manière très franche, c'est que la plupart des projets ont fait des offres publiques en passant par des groupes Telegram, des groupes Discord, etc. Donc clairement à destination d'un public, mais dans un cadre restreint, pensant que à partir de l'instant où ils n'utilisaient pas un influenceur sur YouTube, c'était pas une offre publique. Mais c'est juste qu'en réalité, ils n'ont pas respecté la réglementation telle qu'elle était prévue. D'accord? Voilà, ça c'est pour reprendre des éléments de contexte. Maintenant sur Mika, mais parce attends, que parce Mika, que oui, dans mes souvenirs, cette limite oui, là à 150 personnes, enfin 149, hum, hum. ça c'est pas pour les tokens utilitaires. Hein. Alors, pour les tokens utilitaires, quand tu vas émettre ton token, d'accord, si tu veux avoir la possibilité de le proposer au public et de faire de la communication autour, tu es obligé d'obtenir le visa. Quand D'accord? tu fais du Sinon, démarchage, quand tu t'adresses au public, donc quand tu t'adresses à un certain nombre de personnes. On en reparlera si tu veux, on fera une chronique dédiée sur le sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les bonnes informations dessus. Et quand tu es dans le cadre de Mika, la logique est la même, c'est-à-dire que lorsque tu es sur quelque chose qui est privé ou que tu es sur des montants qui sont des montants réduits, à ce moment-là, tu n'as pas besoin réellement d'obtenir l'aval, en tout cas de transmettre de manière déclarative ton white paper. Mais dès que tu devras le faire de manière publique, à ce moment-là, il faudra que tu transmettes ce white paper de toute façon. Alors, certes, ce sera déclaratif et il y aura un contrôle qui sera a posteriori, mais en tout état de cause, ça nécessitera effectivement de passer par un process. Et en réalité, je me permets, c'est le même process que pour les titres financiers. Je rappelle que pour les titres financiers, quand c'est public, il faut envoyer ce qu'on appelle un DIS, c'est-à-dire une documentation, un document d'information synthétique à l'autorité des marchés financiers. En fait, toi, tu penses que la réglementation, elle est plus souple que pour les titres financiers, mais en fait, c'est le même concept. Quand c'est privé, il n'y a pas de problème. Quand c'est public, à ce moment-là, tu dois te soumettre à une réglementation. Donc, il y a pas à croire, c'est une chimère de penser que la réglementation sur les actifs numériques est forcément plus light que celle des titres financiers. Après, oui, effectivement, on communique pas de la même manière sur des titres financiers que sur des actifs numériques pour l'instant. C'est-à-dire que la communication sur les titres financiers est extrêmement contrôlée. Elle l'était moins sur les actifs numériques, mais à partir de Mika, elle va se mettre au niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir, le régulateur va aussi contrôler la manière avec laquelle on communique. ok, Donc très en clair. fait, il y a une remise à niveau. Ok. Alors donc justement, quel impact de l'élection de Donald Trump sur le régulateur européen, sachant que en fait la régulation européenne, pour faire un petit rappel rapide, hein, MiCA entré en vigueur en juin sur pas mal de dispositions et sur les dispositions sur les CASP, donc les PSAN, mais c'est le nouveau nom à l'échelle européenne, donc les CASP et l'agrément, ça ce sera à partir du 31 décembre 2024. Oui, Et donc, en fait, ça s'est fait absolument. en deux temps, avec une clause du grand-père, je crois, de ceux qui étaient 18 enregistrés mois. avant. 18 Voilà. mois. Oui, Euh, oui. donc, en fait, toute cette réglementation, on a un peu le sentiment, en fait, elle est faite. Et en fait, Trump, il arrive. Ouais, mais en fait, en Europe, nous, on a déjà fait, on peut pas revenir en arrière. Il va y avoir une espèce
d'immobilisme maintenant, non? Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? On peut adoucir? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors, enfin, encore une fois, rien ne dit que la réglementation américaine sera particulièrement souple par rapport à la réglementation européenne. Ça, j'attends de voir ce qu'il en sera. Et pour le reste, évidemment qu'on ne va pas revenir dessus. C'est voté, c'est comme ça. On attend maintenant un MiCA 2, puisque à peine a-t-on fini le premier, qu'on est déjà en train de penser au numéro 2 pour réglementer tout ce qui va concerner les NFT et tout ce qui va concerner la finance décentralisée. Donc non, je pense que justement, si je peux me permettre, et ça c'est encore une fois une prise de position, elle peut être contestée naturellement, mais je pense que la réglementation européenne, et c'est pas que pour les cryptos, c'est de manière générale, hein, que ce soit effectivement, on a vu lorsque Elon Musk s'est opposé par exemple à ce qu'on appelait la DSA, la directive sur les services, là par exemple en disant ben voilà ça ne me convient pas, etc. Je pense que justement on va aller vers une Europe qui va probablement encore plus mettre Viré après ça, hein, Exactement. Je pense qu'on va aller là-dessus. Au contraire, c'est-à-dire que je pense que par opposition justement avec des États-Unis qui eux vont chercher à alors, déréguler, je ne sais pas, mais en tout cas limiter la réglementation sur un certain nombre de sujets, peut-être à raison d'ailleurs. Certains diront probablement à raison, certainement d'ailleurs. Eh bien, nous, on va avoir tendance, je pense, je crois, à justement, par mimétisme inversé, si je puis dire, à avoir tendance justement à forcer un peu le trait en termes de réglementation. Donc moi, je ne crois pas du tout je ne crois pas du tout que nous soyons vers un affaiblissement entre guillemets de la réglementation. Je pense qu'au contraire, on va continuer sur ce terrain-là et peut-être même de manière encore plus claire pour montrer, pour marquer la différence avec les États-Unis. Donc là où effectivement il y a peut-être un coup à jouer pour des porteurs de projets ou ce genre de choses, c'est effectivement alors soit vous savez la réglementation européenne, c'est une réglementation qui est unifiée puisque c'est un règlement, mais pour autant il n'y a pas d'application unifiée. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a une autorité réglementaire européenne, mais elle n'a pas pour l'instant la mainmise sur ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est aux autorités nationales de décider de la manière avec laquelle ils appliquent le règlement. Et donc, il y a des coups à jouer parce qu'il y a des autorités réglementaires qui sont plus souples que l'autorité française. Je prends l'exemple des PSAN que tu citais. Les PSAN, pour devenir MiCA, il faut avoir fait un audit de cybersécurité avec des normes qui sont compliquées, qu'on appelle les normes PASI, qui sont validées par l'ANSSI. Il y a des pays européens dans lesquels il n'y a tout simplement pas besoin de faire d'audit de cybersécurité. Et donc on voit les différences qui commencent à se créer comme ça, qui peuvent être assez importantes et qui peuvent faire que, au-delà de l'optimisation fiscale, sociale qu'on connaît classiquement dans certains pays européens, ça offre aussi des avantages réglementaires. Et puis c'est peut-être aussi la porte ouverte pour d'autres pays. Je pense à la Suisse, je pense à Dubaï, qui bon, la Suisse a eu son âge d'or, elle est peut-être un peu moins tendance maintenant, mais peut-être va-t-elle le redevenir avec le durcissement de la réglementation en Europe. Et Mais là, puis ils ont voté effectivement, la souveraineté numérique hier, hein, en Suisse. comment? Là, J'ai ils pas ont entendu. voté la souveraineté numérique en Suisse. J'ai vu passer ça hier. C'est Euh, ça. mais bon, Ouais. ouais. Donc voilà, donc on va avoir peut-être des pays comme la Suisse, comme Dubaï, qui sont déjà des pays qui sont des destinations, on va dire, sont prisées par ceux qui font de la crypto, qui le soient encore davantage à l'avenir. Donc je pense qu'il y a une recomposition qui va se mettre en place et peut-être que je te dirai dans 6 mois quand on fera la chronique ensemble qu'en réalité Donald Trump a tenu toutes ses promesses, qu'on est sur une réglementation extrêmement light et que limite, et ce serait l'inverse de ce qu'on a dit depuis 10 ans dans cet écosystème, il faudrait justement conduire les boîtes à aller s'installer aux États-Unis parce que c'est the place to be en termes de crypto. J'y suis assez modéré sur ce sujet, mais si ça arrive, écoute, j'en serais le premier content pour les États-Unis en tout cas. Donc en gros, pour résumer, double concurrence, une concurrence Europe-États-Unis et une concurrence à l'intérieur même de l'Europe avec des mises en application différentes, plus ou moins souples en fonction des États, et donc un Ça. arbitrage de la part des porteurs de projets et des entrepreneurs entre soit rester en France avec peut-être l'une des régulations les plus dures du monde, soit aller dans un autre pays européen dans lequel on est quand même MiCA, on peut quand même adresser le marché européen, mais peut-être avec des règles un petit peu plus souples, soit franchement décider de quitter l'Europe pour aller donc soit aux États-Unis si effectivement la réglementation elle devient vraiment pro crypto, soit d'autres régions du monde. Tu parlais de la Suisse, ce matin on a parlé du Royaume-Uni qui visiblement vient de donner
une trajectoire nouvelle dans son secteur crypto, soit les Émirats arabes unis qui veulent devenir le paradis des cryptos, etc. Deux observations par rapport à ce que tu dis. Je suis d'accord. Deux observations. La première, c'est que, évidemment, quand on est français, la France doit rester la priorité. Ça paraît logique, cohérent, parce que c'est plus facile. Maintenant, effectivement, si la France ne correspond pas pour X ou Y raison, je pense qu'il faut ouvrir les chakras, si je puis dire, et aller réfléchir à se développer ailleurs. C'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est pas la réglementation en Europe qui est différente, puisqu'on est encore une fois sur une réglementation unifiée. Si on parle de MiCA, c'est un règlement, donc il est le même partout, pas une directive. En revanche, le point de différenciation, c'est simplement l'application. On fait des règles. C'est comme tout quand on est juriste, il y a la règle et il y a la manière avec laquelle tu l'appliques et tu peux éventuellement décider unilatéralement, toi, autorité nationale, de rajouter des niveaux d'exigence. Par exemple, c'est pas du tout choquant. Moi, ça me choque pas que l'AMF décide de rajouter un audit de cybersécurité parce que je pense qu'on est dans un monde où les hacks, c'est permanent et que demain, si vous êtes sur une plateforme et que si elle se fait hacker, je pense que vous serez bien content qu'il y ait un audit de cybersécurité. Maintenant, ça coûte extrêmement cher. Et donc, je peux pas non plus blâmer des porteurs de projets qui n'ont pas les moyens de payer ces audits-là à rallonge, d'aller dans des pays où ça, éventuellement ça leur est plus favorable. Voilà, c'est tout. C'est l'équilibre. Non, mais totalement. Récemment, pour donner un ordre d'idée à celles et ceux qui nous écoutent, Claire Balva, dans une interview, disait que cet audit de sécurité, clairement, c'était entre 30 000 et 80 000 euros. Donc rien que ça, sans compter le reste du département. Il faut le refaire, et il faut le refaire plusieurs fois parce que il est très rare que tu fasses un audit et que tout soit nickel. Et donc en fait, il faut que tu en fasses un deuxième. Là, je connais des boîtes, ils en sont à leur troisième. Donc à chaque fois, il faut remettre la dose. Enfin, t'imagines qu'il y a un moment, les boîtes, elles préfèrent mettre de l'argent dans leur marketing, leur com, leur business développement. Ça paraît logique, non? Ouais, oui, malheureusement, oui, c'est un Voilà. fait. Bienvenue Ok. en France. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Arnaud? Non, écoute, on est bon. Je pense que voilà, au plaisir de pouvoir poursuivre ces échanges passionnants. De toute façon, ça va bouger. On aura pas mal, je pense, d'infos dans les prochaines semaines. On verra un peu comment les choses fonctionnent. Mais ravi toujours d'être ici et puis au plaisir de revenir très vite. Pareil, tu reviens le 20 décembre et on parlera notamment de la Travel Rule. Exactement. Sacré Travel Rule qui rentre en application fin d'année et qui va impacter un peu tout le monde, mais j'en parlerai. Voilà, personne physique Avec comme plaisir. personne morale. Merci beaucoup, Arnaud. Tu restes avec moi. Génial. Je remercie tout le monde. Ou tu dois filer? Absolument. Alors, je dois filer, je suis désolé, mon ami, je m'en C'est pas grave. excuse, Je te dis mais toi, je te souhaite exactement. une très très belle journée et je te dis rendez-vous Merci. à jeudi 18h. À jeudi, mon ami. Allez, salut à tous. À très vite. Ciao. Et je vais donc seul vous souhaiter à tous et toutes une excellente fin de journée. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux, à activer la cloche sur Twitter, à partager le lien de la vidéo. Une fois la vidéo terminée, elle sera disponible en podcast audio sur l'ensemble des plateformes là dans les prochaines minutes. Mais je vais également, comme je le fais depuis maintenant quelques semaines, isoler l'interview de Théo Maugenet et la chronique de Arnaud Touati de façon à, voilà, si vous souhaitez la retrouver ou la partager, c'est parfois plus simple que de partager une vidéo de 2h13. Le temps passe très vite. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain matin en anglais pour parler Memecoin sur Multiversix et on se rejoint vendredi matin à 10h pour un nouveau numéro de GM Web3 dans lequel j'aurai le plaisir de recevoir Robin Defayet qui est le cofondateur de Octo Gaming, une startup liée aux jeux vidéo développés sur Solana. Et puis, on aura également Daniel, notre cher Daniel de Alira, qui viendra animer un nouveau crypto-théâtre, une petite pièce de théâtre dystopique autour des cryptos. Voilà pour le programme.